Le monde assiste actuellement à une troisième grande ruée vers l'Afrique. Après la colonisation du 19e siècle, comme nous l'avons démontré dans la première vidéo, et la lutte d'influence entre les blocs de l'Est et de l'Ouest de la guerre froide. Aujourd'hui, cette nouvelle ruée se présente sous forme ou bien sous d'autres formes, mais la différence est qu'actuellement, il n'est plus possible de revenir en Afrique comme il était le cas à Berlin en 1884-85 pour partager l'Afrique. Mais de nos jours, les grandes puissances accèdent aux ressources africaines à travers leur influence diplomatique et stratégique. États comme entreprises cherchent à renforcer leur présence sur le continent à travers des investissements, des partenariats commerciaux et des accords diplomatiques. Cette dynamique traduit un intérêt accru pour les ressources naturelles africaines, mais aussi pour ces marchés émergents. Toutefois, cette ruée contemporaine soulève des interrogations sur la souveraineté des nations africaines et les véritables intentions des acteurs internationaux engagés dans cette course à l'influence, mais surtout le danger que court l'Afrique dans cette course des puissances vers le continent. Je vais montrer quelques articles pour que vous puissiez comprendre l'ampleur du phénomène avant de revenir sur le véritable enjeu que l'Afrique représente aujourd'hui. Nous avons par exemple ici l'article La nouvelle ruée vers l'Afrique, publié par Green, qui analyse les investissements qui sont faits en Afrique par les firmes multinationales en collaboration avec les gouvernements africains. Il dit aussi les grandes entreprises et les pays assoiffés d'énergie inondent l'Afrique de capitaux destinés aux cultures d'agrocarburants, alimentant une course aux terres qui rappelle les débuts de l'expansion coloniale européenne. Les gouvernements africains et élites du monde des affaires se joignent à cette invasion étrangère. Nous avons ici aussi l'article publié par BBC, Comment les grandes puissances espèrent tirer profit de la nouvelle ruée vers l'Afrique. Il dit ici, les grandes puissances se bousculent pour avoir une influence politique et économique en Afrique. Mais qu'est-ce que se cache derrière ce regain d'intérêt pour le continent? Ces dernières années, les Africains se sont habitués à voir leurs dirigeants accumuler des miles aériens tout en honorant des invitations à participer à une série de sommets sur le thème de l'Afrique organisés dans le monde entier, souvent annoncés comme des partenariats gagnant-gagnant. L'année dernière, le Japon, la Russie et la Chine ont accueilli des présidents et des chefs de gouvernement africains. Le mois dernier, 15 dirigeants africains ont participé au sommet sur l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique à Londres. Et des invitations ont probablement déjà été envoyées pour des événements similaires qui seraient prévus en France, en Arabie Saoudite, en Turquie et en Turquie cette année. Il avance un peu plus loin. Quel est l'intérêt? L'Afrique a sans doute des richesses qui attirent. Des riches ressources minérales, des terres agricoles inexploitées, 54 voies influentes aux Nations Unies. Sa population en pleine expansion, un acteur majeur face à la menace croissante du terrorisme dont elle est aussi victime. La nouvelle ruée vers l'Afrique. Le premier grand essor de l'intérêt des étrangers pour l'Afrique, surnommé la ruée, s'est produit au XIXe siècle, lorsque les colons européens ont découpé le continent et confisqué les terres des Africains. Le deuxième s'est produit pendant
la guerre froide, lorsque l'Est et l'Ouest se sont disputés l'allégeance des nouveaux États africains indépendants. L'Union soviétique a soutenu des tyrans marxistes tandis que l'Amérique soutenait les despotes qui prétendaient croire au capitalisme. Un troisième essor actuellement en cours est plus bénin. Les étrangers ont remarqué que le continent est important et devient de plus en plus, notamment en raison de sa part croissante dans la population mondiale. D'ici 2025, l'ONU prévoit qu'il y aura plus d'Africains que de Chinois, etc., etc. Nous avons aussi ici l'autre article qui est intitulé « Une nouvelle ruée vers l'Afrique ». C'est un rappel violent que malgré des décennies d'indépendance politique, l'Afrique se retrouve une fois de plus la cible d'une ruée des grandes puissances pour sa richesse. Le continent possède une vaste réserve de ressources, 30% des ressources minérales mondiales et 10% environ de son gaz et de son pétrole, que 320 ambassades aient été construites entre 2010 et 2016, est une indication de la nouvelle ruée vers ce que le roi belge Léopold II au XIXe siècle a décrit comme une tranche de ce magnifique gâteau africain. Pourtant, cette fois, les Européens se sont pas au premier plan. La Chine est désormais la première puissance économique étrangère sur le continent, responsable de près d'un tiers de tous les projets d'infrastructure. Entre 2000 et 2019, la Chine a investi 153 milliards de dollars américains dans des projets portuaires, ferroviaires et barrages d'aéroports et même de fabrication légère à grande échelle. Le gouvernement chinois a 3 objectifs principaux. Le premier est de sécuriser les ressources, les matières premières, c'est-à-dire. La seconde consiste à déplacer les puissances occidentales dans le cadre de son projet plus large visant à zapper la domination américaine dans le commerce mondial. Le troisième est le désir de construire un réseau de liens politiques. Donc, comme nous l'avons détaillé dans la première partie des vidéos, l'enjeu de la première guerre mondiale, c'était l'Afrique. Les puissances européennes se rivalisaient les unes contre les autres pour occuper plus de territoires africains afin d'exploiter ces ressources et d'en écouler leurs produits. Aujourd'hui encore, on est dans la même perspective. La différence, c'est que ce n'est plus les pays européens qui disputent seulement l'Afrique, mais le monde entier. Tous, ils ont un seul objectif, exploiter les matières premières africaines afin de devenir plus puissantes. Sur une émission intéressante. Je commence avec vous, Gamel, et ma première question. L'année 2022 est sans doute l'année des sommets avec pour thème l'Afrique. Mais pourquoi justement 2022 ? Alors 2022, c'est juste une accélération de l'histoire qui est consécutive à l'invasion russe en Ukraine, qui était déjà, au départ, l'Afrique était déjà pressentie comme un continent extrêmement important sur un plan politique, économique, sur un plan géopolitique évidemment, puisque c'est le continent central, et surtout l'Afrique est au carrefour de plusieurs autres continents, puisqu'il tutoie l'Europe, il est proche de l'Asie évidemment, et assez éloigné des États-Unis. Mais l'Afrique est devenue centrale dans la mesure où effectivement, ces dernières décennies, on observe une accélération du nombre de sommets. On pourra en reparler, ça a été initié en premier par la France le 13 novembre 1973. On va revenir sur le point, voilà, justement, sur le premier sommet qui a été organisé, la France-Afrique. On va revenir sur ce point. Je rebondis avec Niobi. Quels sont les thèmes principaux de ces sommets, Monsieur Niobi? Déjà, l'Afrique est devenue aujourd'hui le carrefour du monde. Aujourd'hui, nous sommes invités à tous les sommets, pas pour se balader, mais évidemment pour des opportunités. Les enjeux de ce sommet sont généralement divers. Elles vont d'économie, coopération internationale, elles vont également
dans le sens des intérêts de certaines puissances. Vous me suivez bien? Oui, je vous entends très bien, Monsieur Niobi, je vous entends très bien. Voilà, donc aujourd'hui, généralement, ces conférences sont des carrefours non seulement d'influence, mais également des dictats de certains chefs d'État pour pouvoir mieux la contrôler et contrôler également l'économie. Monsieur Gamel Labina, peut-on dire que ces sommets finalement, puisqu'on voit que toutes les puissances veulent avoir leur propre sommet, est-ce qu'on peut dire que ces sommets sont la preuve de la guerre d'influence déjà engagée pour l'Afrique? Tout à fait. Il faut savoir d'abord que ces sommets se font sur plusieurs volets, sur 3 volets essentiels. Le volet évidemment influence politique, donc on revient sur le schéma de la guerre froide, à savoir que l'Afrique devient un théâtre d'opération où chacun pousse ses pions, pousse son avantage, influence des pays. On se souvient de l'Afrique du Sud par rapport au communisme. On se souvient évidemment de la décolonisation qui s'est faite en rang dispersé entre la France et l'Angleterre. Mais surtout, il y a l'influence politique évidemment, donc la carte géopolitique mondiale. L'influence économique, ça va de soi, puisque l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre en matière de ressources minières, de terres rares, évidemment de gaz, de pétrole. Enfin, vraiment, ça regorge de ressources minières sous-exploitées. Et l'influence sécuritaire sur la question du terrorisme, évidemment, mais pas seulement, sur la question des influences entre la Russie, d'un côté, on voit bien au Mali, on voit bien ce qui se passe actuellement sur la région sahélienne et ou en Afrique centrale, et puis l'influence évidemment sécuritaire par rapport au terrorisme qu'on connaît depuis très longtemps, Boko Haram, Daesh et toutes les organisations qui sont liées aux ex-émanations du GIA, qui était le GSPC, puis après Acmé au Maghreb. Tout ça, c'est des différents éléments qui font que la plupart de ces grandes puissances, elles sont pas nombreuses en vérité, mais c'est les pays les plus riches, Chine évidemment, États-Unis en concurrence, Japon, Turquie, Inde, France, tous ces pays-là se font une concurrence farouche, l'Angleterre arrive bientôt, se font une concurrence farouche parce que le gâteau africain, qui est un gâteau éminemment riche, qui est un gâteau éminemment important pour l'influence, pour le carrefour des civilisations, est un gâteau que tout le monde veut se répartir, comme c'était le cas de la conférence de Berlin à une autre époque, mais cette fois-ci entre des puissances concurrentes émergentes et des puissances concurrentes installées et néocolonialistes. Cette ruée vers l'Afrique ravive encore ces rivalités intenses entre les puissances étrangères en Afrique. Ces rivalités suscitent des guerres d'influence, des guerres économiques, politiques et stratégiques. Cette situation est très dangereuse pour le continent. C'est pourquoi l'Afrique demeure aujourd'hui le continent hébergeant le plus grand nombre de bases militaires étrangères. Les États-Unis, la France, la Russie et la Chine, etc., y maintiennent une présence stratégique pour sécuriser leurs intérêts économiques et politiques. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce Spotlight consacré à la raison d'être des sommets et conférences sur l'Afrique. France-Afrique, États-Unis-Afrique, Union européenne-Afrique, Chine-Afrique, conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, une multitude de rendez-vous, d'acteurs et donc d'enjeux. Lors du premier sommet Russie-Afrique de Sochi fin octobre, Vladimir Poutine a joué à fond la carte anti-impérialiste en évoquant le souvenir de l'ex-Union soviétique. Les relations de la Russie avec les pays africains sont basées sur une vieille tradition d'amitié et de solidarité. Leurs origines remontent au soutien russe à la lutte du peuple africain contre le colonialisme, le racisme, l'apartheid, en les aidant à protéger leur indépendance et leur souveraineté à la naissance de leurs jeunes États, au moment où leurs économies se structuraient et en préparant leurs forces armées au combat. Tous les pays organisateurs de conférences et de sommets ne peuvent pas se vanter d'une histoire aussi heureuse avec l'Afrique. La France, ancienne puissance coloniale, a pourtant été la première à comprendre l'utilité des rencontres avec le continent. Aujourd'hui, même si le ton du sommet France-Afrique est toujours aussi politique, la question du développement économique devrait prendre plus de place dans les discussions en 2020. Pour le Japon, la question est beaucoup plus simple. La TICAD porte sur le développement de l'Afrique et Tokyo ne s'en cache pas. L'idée est aussi de trouver de nouveaux débouchés pour ces entreprises sur le continent. Des compagnies fondées il y a plus d'un siècle aux startups, les investisseurs varient énormément et tous cherchent de la valeur en Afrique. La carte des sommets sur l'Afrique est déjà bien remplie et elle promet d'être complétée par une foule d'autres acteurs. Oui, l'Arabie Saoudite aussi. Pour de nombreux pays africains, cette diversité de partenaires promet de contrebalancer l'influence des puissances traditionnelles sur le continent. Lors du sommet Russie-Afrique, les stands de vente d'armes comme celui-ci
ont attiré l'attention des visiteurs. Un intérêt qui s'explique aussi par la difficulté où se trouvent de nombreux gouvernements africains à acquérir des armes auprès de la France, de la Grande-Bretagne ou des États-Unis. Aussi, lors de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le président centrafricain a clairement posé la question sur la table. Nous croyons que les partenaires russes nous livreront aussi des moyens létaux au-delà de 14,5, ainsi que des véhicules blindés de transport de troupes, les véhicules de combat d'infanterie, des mortiers et d'autres artilleries permettant la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Il n'y a rien à faire. L'Afrique est the place to be. À bien y regarder, cela n'a pas changé depuis la conférence de Berlin de 1884. Trop d'optimisme. Mais peut-être assisterons-nous dans l'avenir à un sommet Israël-Afrique. En attendant, je suis rejoint par Serge Koufi. Serge est journaliste à la rédaction d'Africa News. Dites-moi Serge, quelle est en fait la valeur de tous ces sommets qui font tant courir les grandes puissances sur le continent? Eh bien William, face au grand volontarisme observé de toutes ces puissances, on peut croire que l'Afrique est redevenue une terre de conquête, mais on peut s'interroger sur les véritables retombées de ces sommets. Lors du dernier sommet Chine-Afrique, l'Empire du Milieu a promis sur 5 ans 60 milliards de dollars d'investissement, notamment dans le secteur des infrastructures et de l'économie verte. À l'issue de la 5e conférence de Tokyo pour le développement de l'Afrique, le Japon a promis 32 milliards de dollars d'aide à l'Afrique pour les 5 prochaines années, dont 14 milliards de dollars d'aide publique au développement. On voit bien qu'il y a des retombées pour le continent, mais ces investissements massifs gonflent l'endettement des pays africains. Par exemple, aujourd'hui, la dépendance du continent vis-à-vis de la Chine s'est renforcée. La stratégie de Pékin est du coup parfois critiquée par les ONG et le FMI. Alors Serge, ne pensez-vous pas qu'avec tous ces investissements, l'Afrique risque de se retrouver dans la position d'éternel assisté? Effectivement, l'Afrique doit changer de paradigme. Pour cela, il lui faut sortir des sentiers battus et aller à la recherche de l'aide qui peut lui permettre de se passer de l'aide. Comme disait Thomas Sankara, c'est dire qu'il faut une aide véritablement adaptée aux besoins du continent africain. Autrement, si nous continuons à nous satisfaire de peu et à faire la manche en donnant le sentiment de nous complaire dans notre situation d'éternel assisté, les sommets auront beau se multiplier avec les grandes puissances, le développement ne sera jamais au rendez-vous pour l'Afrique. Merci. Toutes les puissances que je considère d'ailleurs de prédatrices se sont donné rendez-vous en Afrique aujourd'hui. Et ce rendez-vous est accumulé de rivalités et de conflits d'intérêts intenses. Nous avons ici cet article intitulé « Une rivalité entre puissances ». Il dit « Au cours du 19e siècle et lors de la première partie du 20e siècle, l'Afrique a été l'objet d'un Yalta colonial entre les grandes puissances. Congrès de Berlin, 15 novembre 1884, 26 février 1885. Prélude à sa colonisation et plus tard est devenu un terrain privilégié d'affrontement et de compétition Est-Ouest. Comme par le passé, l'Afrique demeure au centre des préoccupations des grandes puissances économiques. La fin du siècle dernier et le début du XXe siècle sont marqués par des grands bouleversements mondiaux, économiques, politiques, écologiques, sociaux, etc., avec un pivotement des échanges mondiaux vers l'Asie-Pacifique. En effet, avec les échecs de l'OMS à libéraliser les échanges économiques mondiaux, les grandes puissances économiques ont choisi de développer des zones de libre-échange, plus particulièrement en Afrique, en Asie-Pacifique. Elles ont cherché à constituer et à renforcer leurs pôles régionaux, Union européenne, Asie-Pacifique avec 3 sous-groupes. Le premier mené par le Japon, accord de partenariat, transport, etc. Et ensuite, le deuxième par la Chine et vous voyez ici le troisième par les États-Unis d'Amérique. Parallèlement, l'Afrique émerge de plus en plus comme un second pivot pour les grandes puissances économiques en ce début du siècle. Oubliez, le continent, un marché de plus de 1,3 milliard de consommateurs et des richesses énormes et multiples redevient un enjeu majeur
pour les grandes puissances économiques. En réalité, le continent africain est devenu le terrain d'une guerre d'influence sans précédent entre l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, l'ASEAN, la Russie, le Japon et la Turquie. Nous avons aussi cet article intitulé La concurrence diplomatique des grandes puissances, une aubaine pour l'Afrique. L'Afrique est devenue, depuis quelques années, un enjeu stratégique, un terrain convoité par des grandes puissances. Russie, Chinois, Européens et Américains se bousculent aux portes du continent. Et il donne ici un détail, il parle après Bill Biden, première dame des États-Unis, etc., etc. Nous avons aussi cet article qui nous détaille l'ampleur de cette ruée vers l'Afrique. Les observateurs s'accordent actuellement sur l'existence d'une course entre les grandes puissances, en particulier entre les États-Unis et la Chine, pour développer leurs activités économiques et leur influence géopolitique dans le continent, sur le continent en fait africain, en s'appuyant sur les pays de l'Afrique du Nord comme porte d'entrée incontournable étant donné l'importance de leur position géographique et de leurs ressources naturelles. Nous avons ici aussi cet article hors collection. La Chine et les grandes puissances en Afrique. L'Afrique n'a jamais cessé de susciter l'intérêt et d'attirer les convoitises des grandes puissances, faisant souvent planer le soupçon d'une nouvelle forme de colonisation sur une présence qui s'annonce comme strictement économique et marchande, mais joue inévitablement sur un fond géopolitique. Dans ce concert d'influence, si les États-Unis et l'Europe gardent une place importante, la Chine se présente comme la nouvelle puissance sans complexe lié au passé, sans état d'âme quant au bien-être des populations ou au respect des droits de l'homme. Nous avons aussi cet article, La politique des grandes puissances en Afrique, de 1885 à nos jours. Depuis des temps immémoriaux, l'Afrique reste au centre des intérêts des acteurs internationaux européens et africains, alors qu'elle n'est plus l'enjeu des luttes entre les deux blocs, occidental et communiste. Elle est depuis le début du XXIe siècle reclassée au niveau géopolitique et ce, pour des raisons de sécurité, d'accessibilité à ses ressources naturelles, de sa marginalisation économique et de ses risques liés à l'intégration régionale. Traditionnellement tournée vers l'Europe, ses relations avec l'Asie et la Chine ont modifié les données stratégiques et les zones d'influence. Ces rivalités entre puissances causent parfois des déstabilisations avec des conséquences inimaginables sur les États africains et les peuples africains. Qui est clairement un terrain de conflit. Les rivalités entre puissances sont-elles la cause de la déstabilisation de certaines régions africaines, Dr Bensaada? Faut-il appréhender l'avenir? L'Afrique est un continent très riche, très jeune et plein de promesses pour l'avenir. Tout cela attire la convoitise de nombreux pays, chacun avec son approche, qui est le fruit de son histoire, de sa puissance ou de ses intérêts. De notre côté, de nombreux pays africains ne sont pas stables politiquement et connaissent de sérieux problèmes économiques et sociaux. Les rivalités entre les pays guidés par la convoitise utilisent toujours les faiblesses des pays pour les déstabiliser et les maintenir dans un climat de guerre au lieu d'un climat de construction et de prospérité. Les conditions sont donc réunies pour que de nombreux pays de notre continent fassent l'objet de tentatives de déstabilisation. C'est donc la sagesse des dirigeants qui doit les guider vers des solutions négociées au lieu de conflits armés qui touchent en premier lieu les populations innocentes. En ce mois sacré du Ramadan, permettez-moi de souhaiter le bonheur, la prospérité et surtout la paix à tous les peuples de notre continent. Docteur Bensaada.
Nous avons ici un article qui nous donne une idée sur la situation, publié par Jeune Afrique. Il dit Washington, Pékin, combien de divisions en Afrique? Dans le bras de fer que se livrent les États-Unis et la Chine au niveau mondial, le continent est au centre de toutes les attentions. Les récentes tournées africaines d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, et de Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, sont l'illustration la plus récente de cette bataille d'influence. Il avance un peu plus loin. Il dit, sur le plan militaire, en revanche, les Américains restent beaucoup plus implantés que les Chinois. Pékin ne possède qu'une seule et unique base militaire sur le continent, à Djibouti. Quand les États-Unis comptent officiellement plus d'une dizaine de sites où sont déployés quelques 6000 soldats. Le bras de fer qui se joue également sur le plan du soft power est parfois presque frontal, surtout lorsqu'il s'agit pour les deux puissances de préserver leur accès aux ressources minières dont leur industrie dépend. Plus ou moins directement. Et il donne ici un exemple sur la RDC. En RDC où les États-Unis marquent le pas sur le front minier, les révélations sur les dessous du contrat du siècle sino-congolais ont tourné au clash entre ambassadeurs. Donc tout cela pour vous donner l'idée sur la situation. Nous avons aussi cet article qui nous montre comment les pays africains ont aujourd'hui au cœur d'un intense balai diplomatique. Donc, publié par Jeune Afrique, il dit, depuis 1991, Pékin a coutume de consacrer sa première tournée à l'étranger de l'année à l'Afrique. 2023 n'aura pas échappé à la règle, même si Qin Yang, le ministre chinois des Affaires étrangères, est loin d'être le seul à avoir sillonné le continent en janvier. États-Unis, Russie, Turquie, etc. Les capitales africaines ont été au cœur d'un intense balai diplomatique, comme le prouve encore le sommet Espagne-Maroc qui vient d'avoir lieu à Rabat. La France, elle, arrivera après la bataille. Emmanuel Macron se rendra en Afrique centrale début mars pour une tournée de 4 jours à l'occasion du One Forest Summit organisé à Libreville au Gabon. L'Afrique est devenue le théâtre d'une compétition stratégique intense entre les États-Unis, la Chine, la Russie, etc. et chacune adoptant des approches distinctes pour renforcer son influence sur le continent. La compétition sino-américaine est particulièrement marquée. Les États-Unis adoptant une politique paternaliste, comme le faisaient les Français auparavant en Afrique, notamment subsaharienne, cherchent à contrer l'influence économique croissante de la Chine en Afrique. Et parallèlement, la Chine promeut sa vision d'un nouvel ordre mondial en élargissant des plateformes comme les BRICS, intégrant de nouveaux membres pour renforcer son influence globale. Cette stratégie vise à légitimer son modèle de développement et à offrir une alternative à l'ordre international dominé par l'Occident.